1,4 % de la population québécoise est autiste. Au Canada, une personne sur 94 est touchée par un spectre de l'autisme. Le syndrome d'Asperger est un syndrome de l'autisme plus connu auprès des gens. La question que nous sommes posée est qu'est-ce que le syndrome d'Asperger? À cette question, nous savons déjà que c'était un spectre de l'autisme, mais sans plus. Notre hypothèse était que les gens ayant ce diagnostic étaient très intelligents et qu'ils avaient de la difficulté à réagir face à certaines situations de la vie courante. En vérité, c'est un trouble autistique unique en son genre et nous avons voulu en savoir plus, donc c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans notre travail pour faire découvrir davantage sur ce sujet. Donc, premièrement, qu'est-ce que le syndrome d'Asperger? Le syndrome d'Asperger est un trouble neurologique du spectre autistique qui touche le cerveau et qui fait partie des troubles envahissants du développement. Les garçons sont davantage exposés que les filles, environ 4 à 5 fois plus. Les causes de ces maladies sont inexpliquées. Par contre, le facteur génétique est souvent mis de l'avant. Le syndrome d'Asperger ressemble beaucoup à une autre pathologie qui est propre à la pathologie mentale, comme la schizophrénie. Pour cette raison, les médecins ont la difficulté à diagnostiquer ce syndrome. Ça peut prendre plusieurs années, plusieurs suivis assidus, plusieurs évaluations des comportements du patient pour comprendre la nature du diagnostic. Un des symptômes du syndrome d'Asperger est la difficulté d'exprimer de la compassion envers les autres personnes. Puisqu'ils grandissent ou qu'ils vieillissent, cela empire. Mais ils peuvent toutefois très bien réagir face à certaines situations que les autres vivent, mais ils ne comprennent pas réellement le pourquoi que les autres ressentent de la peine. Pendant l'enfance, les gens qui ont le syndrome ont assurément joué trop brutalement et agressivement avec les autres enfants. Ces enfants avaient également la coutume de dire des choses très choquantes, méchantes, sans s'en rendre compte, fait qu'ils faisaient de la peine aux autres sans s'en rendre compte. On pensait que c'était dû au manque d'empathie, qu'ils ont de la difficulté à avoir de l'empathie pour les autres. Ce manque d'empathie, c'est une grande difficulté dans l'habileté sociale des personnes vivant avec ce syndrome. En fait, les personnes vivant avec ce syndrome ont de la misère à se faire des amis. Ils ne peuvent pas créer des liens avec eux à cause d'un manque de compétences sociales. Cela peut être très complexe pour eux de parler ou de participer à des activités en groupe, car cela leur provoque beaucoup de frustration. Ils veulent se faire des amis, mais ils en sont incapables. Parfois, l'enfant n'a aucune envie de cultiver des amitiés et aime mieux être seul. Plusieurs personnes vivant avec ce trouble autistique ont de la difficulté à avoir un contact visuel avec les gens avec qui ils communiquent. Diverses personnes croient que c'est en cause d'un manque de confiance, mais en vérité, c'est juste que ces enfants-là ne savent pas l'importance d'avoir un contact visuel avec les gens. Sur le plan scolaire, ils peuvent avoir de la difficulté car ils ont un manque d'intérêt dans plusieurs activités sociales. Ils préfèrent souvent faire des activités seuls ou qui n'auront pas besoin de socialiser comme le colorial ou les jeux vidéo. Ils vont trouver un réconfort dans cette activité-là. C'est extrêmement important de nourrir leurs intérêts et leurs passe-temps, car cela leur assure un support mental et émotionnel. Les personnes atteintes ont des routines quotidiennes bien précises. Si on change leur routine, ils peuvent devenir super irritables et faire beaucoup d'anxiété. Les routines aident à mieux gérer leurs symptômes. Le symptôme de l'interprétation littérale est la mauvaise interprétation du sarcasme, c'est-à-dire qu'ils croient que tout ce qui est dit peut être vrai. Par exemple, lorsqu'on dit que quelqu'un est dans la Lune, ces personnes-là peuvent penser qu'ils sont sur la Lune. Ils ne comprennent pas trop les expressions, fait que quand on leur parle, il faut faire attention pour ne pas trop en utiliser. Ils ont besoin d'explications claires aussi pour comprendre l'humour erroné. Toutefois, ce sont des personnes vraiment drôles. Il n'existe aucun traitement pour guérir le syndrome d'Asperger. Certaines recherches commencent à donner des résultats intéressants. Par exemple, l'utilisation d'un diurétique, de la glutamine, qui est en fait utilisée sur l'enfant pour diminuer la sévérité des symptômes des troubles autistiques pour le 3/4 des enfants. De la vitamine B6, du magnésium, peuvent aussi aider les personnes vivant avec des troubles autistiques. C'est bien important pour les personnes qui entourent l'enfant de bien comprendre le mécanisme de ses pensées pour pouvoir s'adapter à son comportement. On peut protéger l'enfant du bruit, limiter ses interactions sociales ou faire attention pour ne pas trop l'immerger d'informations, mais tout ça sans le mettre en isolement. Cela réduira son anxiété et se sentira à l'aise. L'action que l'enfant, lui, doit faire pour amoindrir le syndrome, c'est juste apprendre à gérer leurs compétences et à s'adapter au monde qui les entoure. Ces apprentissages leur évitera de développer du stress, de l'angoisse, des dépressions ou encore de l'agressivité envers eux-mêmes et envers l'extérieur. Mais apprendre à gérer ces compétences, c'est pas facile pour chaque enfant. Les thérapies comportementales sont données pour maîtriser les accès de colère. L'enfant peut avoir un suivi avec un psychomotricien, un médecin, un orthophoniste ou encore un psychologue. D'autres thérapies peuvent être envisagées, mais elles sont plus là pour améliorer le confort de l'enfant que pour les soigner. Le syndrome d'Asperger est encore très mal connu chez la femme. Souvent, les professionnels de la santé vont avoir de la difficulté à déterminer s'il s'agit véritablement de ce diagnostic-là. Ils vont souvent penser que c'est un trouble d'anxiété généralisée, un trouble bipolaire, un trouble de personnalité ou encore un trouble d'alimentation bien avant de penser que c'est le syndrome d'Asperger.
Judith Gould est psychologue clinicienne spécialisée dans les syndromes autistiques et Tony Atwood, psychologue, aborde le sujet très fréquemment et approuve que les filles sont tardivement diagnostiquées. Cela peut prendre des décennies avant qu'elles soient diagnostiquées Asperger. Les humains de sexe féminin sont fréquemment non diagnostiqués car leurs symptômes se manifestent différemment que ceux des hommes et que les caractéristiques des symptômes sont basées sur ceux qu'on retrouve chez le sexe opposé. Les femmes Asperger, ils mettent souvent des techniques en application pour gérer leurs différences, mais ce n'est pas toujours les bonnes techniques qu'ils utilisent. La première, c'est qu'ils tombent souvent dans un état dépressif, qui est dû à la culpabilité en cause d'un trop-plein qui garde tout en dedans. Ils peuvent aussi se créer un monde imaginaire, comme un monde animalier, qui sont au centre de leur intérêt, qui vont trouver du réconfort là-dedans. Ou encore, lorsqu'ils expriment leurs émotions, ils peuvent être méchantes, critiqueuses ou même colériques. Et le dernier, les personnes de sexe féminin vivant avec ce syndrome utilisent souvent la technique du caméléon pour passer inaperçu. Elles repèrent des gens qui ont l'air d'avoir du succès en société et les copient et les imitent. Sur ce point, leur niveau d'intelligence sera supérieur au nôtre car elles sembleront adaptées, tout par rapport d'une personne non Asperger. J'ai ici les paroles d'une femme Asperger, Brigitte Arson, qui a été dit bipolaire, névrosée, bien avant d'être diagnostiquée Asperger. Elle dit qu'elle essayait depuis longtemps de faire ce qu'on me disait de faire, mais c'était toujours difficile. Je trouvais le quotidien très compliqué. Depuis, je faisais des crises dont j'ignorais la cause. Pour conclure, le syndrome d'Asperger est un trouble de l'autisme qui se définit par des difficultés sociales, par exemple avoir des contacts visuels avec les gens. Les personnes touchées sont très créatives et elles ont des comportements répétitifs comme leur routine quotidienne. Diagnostiquer ce trouble autistique peut être très long et même difficile chez les femmes, tel que nous l'avions expliqué. Pour atténuer les symptômes, les personnes peuvent prendre des vitamines ou simplement apprendre à gérer leurs compétences afin de s'habituer à leur environnement. Selon nos recherches, notre hypothèse est confirmée et les gens Asperger ont bel et bien la difficulté à réagir à certaines situations, mais ils sont quand même très intelligents. Nous, on se demande si dans l'avenir, les professionnels de la santé vont réussir à trouver un traitement qui va complètement guérir le syndrome d'Asperger. Merci de nous avoir écoutés. Avec plus de 7 milliards de consommateurs qui procréent sans cesse sur Terre, il était nécessaire de se poser la question à quoi ressemblera notre planète une fois que toutes les ressources seront utilisées. Donc notre hypothèse est que non seulement l'humain va revenir à un stade primitif, mais que tout le savoir acquis précédemment va être perdu. Donc on va vous présenter l'empreinte écologique, son origine, la différence des ressources mondiales avec les prévisions de notre futur et quelques petites manières de réduire votre empreinte écologique personnelle. Donc, premièrement, l'empreinte écologique, qu'est-ce que c'est? C'est la mesure de l'impact de l'homme sur la Terre. On calcule ça en calculant votre consommation de nourriture, votre consommation d'eau, avec votre quantité de déchets produits. On peut calculer ça pour un nombre X de personnes, un territoire ou même un pays. C'est une mesure qu'on calcule en hectares. Vous avez peut-être déjà entendu parler du nombre de planètes qu'on aurait besoin si on consommait autant que, par exemple, les États-Unis d'Amérique. Ça serait 5 planètes nécessaires si on consommait autant qu'eux et 0,6 par exemple si on consommait autant que les gens en Inde. Ça m'amène à l'Overshoot Day, qui est un fléau qui est arrivé dans les années 1970. En fait, avec la surconsommation, c'est là que les gens ont commencé à utiliser toutes les ressources renouvelables pour une année. Donc en 2018, cette date-là, c'était le 1er août. On calcule l'empreinte écologique en multipliant la population avec la consommation par personne, avec l'intensité en ressources et en déchets. Maintenant, il faut passer à l'origine de cette merveille. Elle a été développée à la fin du 20e siècle par l'écologiste canadien William Rees. William Rees, il l'a amené au Conseil de Rome en premier. Dans le fond, le Conseil de Rome, c'est un conseil de grands économistes, écologistes, grands fonctionnaires qui se penchent sur les problèmes de notre société, comme la famine, l'économie et les réchauffements climatiques, entre autres. Après l'avoir amené au Conseil de Rome, il a fait parvenir à son élève au doctorat Mathis Wackernagle. Ensemble, ils ont créé le livre Our Ecological Footprint, un livre qui décrit l'empreinte écologique. Dans ce livre-là, ils vont aussi analyser l'empreinte écologique. Ce livre a été publié en 1996 et a eu quand même un grand succès, ce qui a motivé Mathis Wackernagle à faire l'organisme non gouvernemental, le Global Footprint Network. Dans le fond, dans cet organisme-là, il s'engage à perfectionner la méthode de calcul de l'empreinte écologique et aussi de calculer à chaque année l'empreinte écologique de chaque pays. Ce qui n'a pas respecté depuis environ 5 ans, parce que les dernières données sont de 2014, mais c'est ce qu'il s'engageait à faire au départ. Depuis la création du site, la World Wide Fund for Nature, le petit logo WWF qu'on voit souvent sur les chandails,
qui sont un peu comme une banque pour la nature, qui permettent de débloquer des fonds si jamais vous avez un programme qui aide l'environnement. Eux autres, ils promouvoient l'empreinte écologique et l'utilisent dans certains de leurs projets. Aussi, il y a quelques sites qui ont été mis au monde pour calculer votre propre empreinte écologique. C'est quand même une bonne méthode pour sensibiliser les gens chaque jour à leur impact sur l'environnement. Pour mieux comprendre l'empreinte écologique, c'est important de comprendre le phénomène de biocapacité. Si on peut le comparer en fait au budget d'un territoire, un pays peut soit être créditeur, donc avoir une empreinte écologique plus petite que sa biocapacité, comme par exemple le Canada, qui a un nombre de ressources plus grand que ce qu'on dépense, comparé à un pays débiteur comme les États-Unis d'Amérique, qui ont une empreinte écologique plus grande que leur capacité biologique. Ça me ramène à l'Overshoot Day. En fait, c'est les gros pays comme ça qui dépensent plus que ce qu'ils devraient, qui font que cette journée-là se rapproche toujours de plus en plus tôt dans l'année. Actuellement, on aurait besoin de 1,7 planètes pour subvenir aux besoins mondiaux. On vit aujourd'hui dans une société axée sur l'économie qui, elle, est axée sur la surconsommation de masse. Ce fléau-là, négligé au cours des dernières années, a commencé à apparaître avec le réchauffement climatique. Les enjeux actuels du réchauffement climatique, comme la fonte des glaciers, l'accroissement des phénomènes météorologiques extrêmes, mais ceux-ci font que même si il y a eu quelques mesures qui ont été mises en place pour essayer de stopper ces phénomènes-là, bien, si l'empreinte écologique de l'homme ne diminue pas drastiquement au cours des prochaines années, ça risque de ne pas pointer dans la bonne direction. Il y a plusieurs recherches scientifiques qui ont été mises en place pour essayer de déterminer notre futur, et à date, ça ne regarde pas très chic. Le scénario moyen, c'est que l'Antarctique découvert, à cause de la fonte des glaciers, va laisser place à l'exploitation minière là-bas. Ça veut dire qu'on va perdre nos Esquimaux et nos Lapons, qui sont des peuples qui ont vécu des milliers d'années là-bas sans être vraiment dérangés. Nous autres, on va regarder nos prévisions pour le Québec, car il y a tellement d'autres prévisions mondialement qu'on ne peut pas toutes les nommer. Au Québec, ce qui va arriver, c'est que ça va commencer dans le Grand Nord avec la fonte du pergélisol. La fonte du pergélisol, elle, va amener encore plus de gaz à effet de serre parce que le pergélisol renferme du méthane, un gaz hautement à effet de serre. Ça va se rajouter aux autres gaz à effet de serre, donc faire monter encore plus le climat et faire fondre encore plus de neige, qui va faire augmenter encore plus le niveau des eaux. Le niveau des eaux qui va monter, on risque de perdre toutes nos régions de l'Est, c'est-à-dire les régions ici comme le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. On risque de perdre aussi l'archipel des îles qui abrite des milliers de hérons chaque année. On estime qu'en 2050, les températures moyennes vont avoir monté de plus de 5 degrés, ce qui veut dire que Montréal serait comme le nouveau Vancouver. Dans le fond, Vancouver, en ce temps-ci, fait beau soleil, ou plus de pluie, là, mais il neige pas. Aussi, à cause de la montée des eaux, tous les points d'eau des municipalités vont être ensevelis d'eau salée, ce qui va rendre ces points d'eau-là inutilisables et donc va coûter des milliers et des millions de dollars qui vont s'ajouter aux pressions sociales et économiques du peuple, qui va encore les rendre encore plus irritables, encore plus dangereux et va créer le free for all, comme je dirais en bon canadien, ou le bordel. Il va y avoir quelques avancées technologiques qui vont être mises en place pour essayer de stopper ce phénomène-là, mais on estime que si on ne diminue pas vraiment notre empreinte écologique, ça ne sera pas arrivé à temps. En voyant toutes ces prévisions-là, on peut penser que peut-être réduire son empreinte écologique, c'est quelque chose de difficile. Mais c'est vraiment pas d'arrêter drastiquement d'utiliser votre voiture ou d'arrêter le plastique complètement ou de réduire votre famille à un seul enfant. C'est sûr que ça aurait probablement un impact positif, mais c'est pas ça qu'on demande. De toute manière, la population ne suivrait pas. C'est vraiment plus d'avoir un ensemble de personnes qui fait des petites actions du quotidien sans vraiment influencer leur mode de vie pour avoir un impact positif sur la planète. Il y en a plusieurs exemples, comme prendre des douches plus courtes, faire attention à sa consommation de plastique, voyager en transport en commun à pied quand possible, réduire sa consommation d'eau en général, toutes ces petites affaires-là. Il en existe des centaines et on vous propose en fait d'aller voir sur Internet celles qui conviennent à votre mode de vie sans réellement l'influencer négativement. Donc en conclusion, en ayant pris connaissance de ce vaste sujet qu'est l'empreinte écologique, de son origine et certains de ses enjeux, il a été beaucoup plus facile pour nous de faire cette recherche. Nous en avons déduit que non seulement l'avenir de l'humanité est en péril, mais celui de notre planète l'est encore plus. Lorsque la Terre aura épuisé toutes ses ressources et que l'économie tombera, il sera probablement trop tard pour remettre l'espèce humaine sur pied.
Et même si nos prévisions sont seulement axées sur le Québec et sur une seule question qui était à quoi ressemblera la Terre quand toutes nos ressources seront épuisées, bien, notre recherche nous a amené à une autre question qui est la suivante. La majorité des recherches scientifiques cherchent à nous simplifier la vie. Mais, au bout du compte, est-ce que les sacrifices écologiques en ont valu la peine? Et est-ce que, au bout du compte, si on a autant de problèmes grâce à l'environnement, ça va être vraiment si simple que ça?